Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde. De quoi parle-t-on ce soir? Eh bien d'abord d'agriculture. Le salon ouvre ses portes sur fond de malaise dans le monde paysan. Le président Emmanuel Macron met la pression sur la grande distribution pour que la guerre des prix cesse enfin. On y reviendra, on parlera aussi de l'agriculture biologique. Mettons vraiment les moyens pour aider les exploitants à passer au bio? Et le label garantit-il vraiment une meilleure alimentation, agriculture et environnement peuvent-ils faire bon ménage? C'est notre grand débat ce soir. Pour ou contre le 49.3? Face à l'enlisement du débat sur la réforme des retraites, le gouvernement n'exclut plus de passer en force. La majorité, pourtant, une partie d'entre elles s'y oppose et le fait savoir. Et les Français, alors, comprendraient-ils que le gouvernement décide d'adopter ce texte sans vote à l'Assemblée? C'est la question que nous poserons à Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, et notre grand témoin ce soir. Sans oublier bien sûr notre bloc-notes. On va refaire la semaine politique avec tous nos chroniqueurs, comme tous les vendredis. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Voilà, ça vous regarde. Vous avez le programme, c'est parti. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Marc Fesneau, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. Vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement. On a hâte, évidemment, de vous entendre sur les retraites et ce recours au 49.3 qui semble devenu inéluctable au vu de l'enlisement des débats. Vous nous direz si vous comptez, oui ou non, recourir à cette arme à haut risque avant les municipales. Mais vous êtes aussi un élu du Loir-et-Cher, région agricole s'il en est, et ça tombe bien parce qu'on va parler agriculteur et notamment du bio ce soir avec vous. Richard Ramos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député MoDem du Loiret. Karine Jacquemart, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'ONG Foodwatch France. Et Jacques Frings, merci d'être là. Vous êtes maraîcher bio en Seine-et-Marne, converti au bio depuis 40 ans. Pas de bêtises. Vous cultivez fruits, légumes et céréales dans une ferme de taille moyenne et vous êtes le vice-président du groupement d'agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Je vous donne la parole dans un instant. Merci à tous les quatre de participer à cette émission. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui durcit le ton vis-à-vis de la grande distribution. C'est dans le billet de Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphane, installez-vous. Alors si j'ai bien compris, ce soir, rien ne va plus entre le président et les agriculteurs et les distributeurs. Vous avez dit durcir le ton, mais moi si j'ai bien compris, le président a carrément décidé à tendre le bras des grandes enseignes de la distribution pour les forcer à payer les produits agricoles à un prix juste. Donc vous savez que le président est adepte de cette méthode qu'on appelle name and shame, qui consiste donc à désigner nommément une grande marque quand elle a un mauvais comportement pour que, avec la pression de l'opinion publique, on change son comportement. Donc il y a une petite variante ce matin. Il n'a pas montré les mauvais élèves du doigt, il a félicité les bons élèves. Donc dans son interview, il disait par exemple, bravo Lidl qui signe des contrats avec les agriculteurs qui, comme ça, peuvent voir un peu plus sur le long terme leur compte. Et puis il a dit qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas bien. Et ceux-là, attention, c'est la dernière phrase qui m'intéresse, ce ne sont pas des tendres, ceux-là, moi non plus. Donc c'est quand même un peu le défi, là. Et ça tombe bien, il dit même. Alors évidemment, on a l'impression qu'il s'apprête à livrer, le président, une rude bataille contre la grande distribution. Ah oui, mais sauf que la bataille, elle commence pas aujourd'hui. C'est une bataille qui a commencé dès qu'il est arrivé au pouvoir, en fait, en octobre 2017, donc 6 mois après son élection. Une priorité pour le président Macron, c'est de faire une loi sur l'alimentation et l'agriculture. Donc on est à Rungis, il fait un grand discours et une promesse aux agriculteurs. Il n'est plus possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par an. Et je le redis très clairement, nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés au juste prix de leur travail. Bon, ça c'est pour les mots. Qu'en est-il des actes? Qu'est-ce qui a changé dans les faits? Ça n'a pas tardé, efficacité en tout cas dans le temps, puisque le mois suivant, dès novembre, on signe donc une charte de bonne conduite pour les grandes enseignes. Et alors Stéphane Travert, qui était à l'époque le ministre de l'Agriculture, dit que c'est un accord historique, puisque
toutes les grandes enseignes sont d'accord pour arrêter cette guerre des prix là, qui met la tête sous l'eau des agriculteurs. On va enfin les payer donc à un prix juste. Et alors, cette charte, alors, ça donne quoi? Bien, cette charte, elle avait tout prévu. Il y avait juste un petit défaut peut-être, c'est qu'elle n'était pas contraignante. Ah bah mince alors, parce que forcément, dès le mois de janvier 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait marqué les esprits, les promos reprennent de plus belle, c'est Intermarché qui fait moins 70% sur le Nutella. Donc on comprend que voilà, malgré tout, quand on voit ces images, la source de la guerre des prix, c'est quand même le consommateur hein, qui réclame des baisses de prix. Sauf qu'en octobre 2018, une loi a été votée, la fameuse loi sur les états généraux de l'alimentation, pour défendre le revenu des agriculteurs. Alors normalement, quand une loi est votée, eh bien, les hypermarchés sont obligés de la respecter. Bah, oui, moi aussi, c'est ce que je croyais jusque-là. Enfin, j'en étais même convaincu. Bah, il y a quand même un cas qui semble le démentir, c'est le cas des magasins Leclerc. C'est eux dont parlait le président tout à l'heure en disant ceux qui vont en Belgique pour échapper à la loi. Oui, en 2016, Leclerc s'est associé avec des Allemands et a déplacé sa centrale d'achat en Belgique pour échapper à la loi française. Dès 2017, Bercy repère la manœuvre. Ils font une note en disant est-ce que c'est bien normal? On met la pression sur Leclerc, on se dit qu'on va finir par lui tordre le bras. Pas du tout. Ce qui vient que, donc, en juillet 2019, donc c'est-à-dire l'été dernier, la secrétaire d'État à l'économie dit bon, bah, ça suffit. Et elle demande au tribunal de commerce de coller une amende de plus de 100 millions d'euros au groupe Leclerc. On l'écoute. Si cette amende est indolore, alors il ne se passe rien. C'est pour ça que dans cette situation qui est emblématique de pratiques illégales, nous avons fait le choix de prendre l'amende maximale, c'est-à-dire 3 fois les montants que Leclerc a récupérés sur le dos de groupe sans contrepartie, de façon à ce que on arrête de ne pas respecter la loi. Bon, on imagine qu'avec une aussi grosse amende, ça y est, Michel-Édouard Leclerc est rentré dans le rang. Bah moi aussi, c'est ce que je croyais. Mais on va de surprise en surprise dans ce dossier, c'est incroyable, vraiment. En fait, je me disais, si Leclerc est menacé, il va céder. Mais pas du tout, ça n'impressionne pas plus que ça. Il dit en gros, vous voulez m'emmener au tribunal de commerce? Mais moi j'irai à la Cour de justice européenne, puis on verra qui a raison. Quant à savoir si le gouvernement est content ou pas content, je crois qu'on peut dire qu'il s'en fout. Alors dites-moi... Est-ce que vous vous rendez compte qu'on nous reproche 2 choses? On nous reproche de vendre moins cher, ouais, et on nous reproche d'avoir une coopérative d'achat avec des Allemands, oui, à Bruxelles. Et c'est nul. Et moi, à mon âge, avec 40 ans de pratique dans la distribution, toutes ces politiques-là, je les envoie balader. Il les envoie balader. Et le président avec, c'est ça? Est-ce qu'il enverrait balader le président? Est-ce que c'était un défi? Mais je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je l'ai un peu pris comme ça. Puis, ce matin, le président avait l'air de relever le défi. Ah bon, Leclerc n'est pas un tendre? Eh bien, moi non plus, on va voir ce qu'on va voir. Ben oui, on va voir ce qu'on va voir. Qui est le plus fort des 2 présidents? Est-ce que c'est le président de la République ou est-ce que c'est le président du plus grand groupe d'hypermarchés en France? On attend la fin. Marc Fesneau, on a l'impression que dans ce dossier, vous n'arrivez pas à vous faire obéir. De quel côté est véritablement le rapport de force? On peut douter qu'il soit du côté de l'exécutif. La vérité, c'est que depuis 60 ans, 70 ans que la grande distribution, vous avez dit, c'est un combat depuis 2017. Au fond, c'est un combat quasiment depuis 40 ans, qui a été le combat d'ailleurs de l'extension des mètres carrés, d'abord, qui n'est pas un combat complètement terminé. En gros, le modèle français qui s'est construit depuis 50 ans, c'est un modèle qui est très basé sur la très grande distribution, plus un mouvement qui n'a pas été interrompu, qui est le mouvement d'hyper-concentration à la fois des hypermarchés, mais aussi des centrales d'achat, et qui font peser sur les producteurs une charge très lourde. Deuxième élément de la chose, alors je ne sais pas si c'est une question de rapport de force ou de bras de fer, mais la question pour M. Leclerc et pour les autres, c'est simplement de respecter la loi. Et quand on est ministre des Relations avec le Parlement, je parle sous l'œil de Richard Ramos, qui est député, on fait respecter la loi. Donc M. Leclerc peut toujours dire ce qu'il veut sur les antennes ou les plateaux. À un moment, il faut faire respecter la loi. Reconnaissons que souvent, c'est pas tant le respect de la loi que le détournement et toutes les procédures qui sont faites pour essayer d'échapper à la loi telle qu'elle est rédigée. Parce que un certain nombre de gouvernements, je pense pas d'ailleurs, on va pas se parler nous seuls de la volonté de le faire, d'autres ont essayé de le faire, et à chaque fois, on s'est retrouvé avec des enseignes et des dirigeants d'enseignes qui ont trouvé des voies et moyens pour détourner la loi. Et donc, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on cesse ça, avec, je crois, la volonté aussi des consommateurs. Richard Ramos, est-ce que l'erreur, c'était pas de faire confiance à la grande distribution pour se mettre d'accord par filière professionnelle avec les agriculteurs, avec les intermédiaires? Est-ce qu'il ne faut pas contraindre? Est-ce que cette loi, elle n'est pas trop gentille? Mais moi, je suis très à l'aise, puisque dans l'hémicycle, c'était dans la loi Egalim, j'ai dit, en citant M. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes un voyou, à titre personnel, puisque vous voulez
faire votre enseigne à titre personnel, l'incarner. J'ai dit dans l'hémicycle que c'était un voyou parce qu'il avait fabriqué 3 générations de Français auxquels on leur a fait croire que bien manger, c'était acheter pas cher. Mais acheter pas cher dans un saucisson chez Michel-Édouard Leclerc, c'est mettre du sucre dans un saucisson pour que ça retienne de la flotte et vendre aux pauvres de l'eau au prix de la viande. Et j'ai dit aussi que les caméras, c'est dans les box de négociation qu'il faut les mettre. Parce que Michel-Édouard Leclerc, parce qu'il est sympa comme ça et on le croit, parce qu'il dit regardez comment j'achète pas cher. Mais on n'achète pas cher chez Michel-Édouard Leclerc parce qu'il a avant étranglé nos paysans. Alors ça, c'est pour le coup de gueule de Richard Ramos qu'on entend, mais vous avez raison de le pousser parce qu'il est sincère et on vous connaît pour ça. Simplement, vous êtes aussi député. Pourquoi il n'y a pas eu plus de contraintes sur ce texte, sur la grande distribution? Il y a eu des contraintes comme jamais il y a eu. C'est-à-dire, quand on a été le chercher et que Bercy a été le chercher pour lui faire payer des amendes, on n'avait jamais vu ça. Et aujourd'hui, on est en train de regarder pourquoi Michel-Édouard Leclerc, qui fait 100% quasiment de son chiffre d'affaires en France, il a besoin de monter des structures à l'étranger. Moi, quand je monte des structures à l'étranger, normalement, c'est quand les chefs d'entreprise français font du business à l'étranger. Eh bien, on a tous compris que c'est pour défiscaliser, c'est pour cacher le pognon. C'est simple, c'est pour que derrière, ils ne payent pas l'impôt qu'ils devraient payer. Et donc, je dis aujourd'hui que Michel-Édouard Leclerc, quand il dit aux consommateurs, je suis le défenseur, finalement, mieux que les politiques, de la consommation, mais c'est parce qu'il étrangle notre pays. C'est parce qu'il étrangle les petits paysans qui font des produits. Et donc, derrière, il faut le combattre. Et il faut que le politique soit plus fort que l'économique. La bonne méthode, ce sont des amendes, même si elles sont contestées en justice et que ça prend du temps. Il faut aller le taper et surtout, il faut aller dire aux consommateurs, quand vous avez une carte bleue, votre carte bleue, elle est plus forte que le bulletin de vote. C'est-à-dire que quand vous achetez, si vous considérez que Michel-Édouard Leclerc tue la paysannerie, eh bien, j'achète pas des produits à marque repère. Vous faites de la politique avec votre carte bleue et vous faites des choix politiques. Karine Jacquemart, quand on milite pour une meilleure alimentation, il faut que les agriculteurs ils puissent vivre de leur métier. Tout est lié. Mais bien sûr, le bilan de cette loi alimentation, on va attendre un peu, mais vous le tirez comment? Il est très mitigé. Donc effectivement, il y a plusieurs problèmes, il faut les prendre dans leur ensemble et les traiter chacun. Il est évident qu'il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. De même qu'il faut les amener vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la santé et les y accompagner. Il est hors de question que ça continue à être les victimes. Ensuite, il y a la question du poids de la grande distribution. Nous, on le dit très souvent dans la réglementation européenne sur l'alimentation, dans le cas de Lactalis par exemple, la grande distribution de façon générale a aussi beaucoup trop d'impunité. Quand est-ce que c'est la dernière fois que la grande distribution a eu des sanctions dissuasives lors d'un scandale alimentaire? Il n'y en a pas. Et Foodwatch avait porté plainte suite à l'affaire Lactalis, donc des laits contaminés, parce qu'on se rappelle que plusieurs distributeurs, pas un seul, avaient manqué à leur responsabilité. Donc il y a un problème aussi de répression. Et bien sûr, parce qu'en fait, au niveau du cadre et au niveau de la loi. Ils ont un énorme poids économique sur les agriculteurs, mais aussi de façon générale. Et il faut qu'ils soient beaucoup plus responsables de leurs actes. Maintenant, sur l'alimentation en général, le compte n'y est pas du tout. Après des mois d'états généraux de l'alimentation et de débats sur la loi alimentation-agriculture, on a obtenu très peu de choses pour une alimentation plus saine. On a obtenu la suspension de l'additif dioxyde de titane. Très bien. Et quelques éléments sur les cantines collectives. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de substances potentiellement dangereuses dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on se bat, par exemple, pour supprimer des additifs controversés pour la santé, comme les additifs à base de nitrite et de nitrate, et que cette pétition... C'est un combat de Richard Ramos. Oui, alors pour le coup, c'est un objectif commun d'intérêt général. Qu'il a gagné, mais partiellement seulement. Et la pétition qu'on a lancée avec Yuka et la Ligue contre le cancer a déjà été signée par presque 200 000 personnes, parce que c'est un vrai sujet de société. Les gens veulent être protégés et manger sain. Vous allez sur l'alimentation. On va parler du bio dans un instant. Je me tourne vers l'agriculteur biologique que vous êtes. Déjà sur la grande distribution, vous aussi, vous avez maille à partir parce que, si j'ai bien compris, la grande distribution se marge. Et comment sur l'agriculture biologique, on les produits bio? Vous disiez se goinfre, vous avez dit se marge, c'est ça. Je vais pas... Il y a des mots qui veulent dire d'autres. Des marges sur des produits qui, au départ, sont un petit peu plus chers à l'achat. Et donc, forcément, ça amplifie largement les prix de vente aux consommateurs. On voit quelques chiffres. C'est bien dommage pour le consommateur. À l'antenne, plus 83% sur la pomme de terre, 109% sur la tomate, 149% sur la pomme. C'est énorme, c'est une étude de l'UFC Que Choisir. Correct. Historiquement, je pense que les agriculteurs bio sont développés sur des circuits courts. Des consommateurs qui acceptaient de les accompagner, de reconnaître la qualité des produits qu'ils faisaient et les payer. Des magasins spécialisés aussi, certains ont bien joué le jeu de partenariat du développement de la bio, et un peu moins la grande distribution. Donc
la grande distribution, aujourd'hui, évidemment, elle a une part importante quand même de la commercialisation des produits bio. Quand on est maraîcher, on négocie comment? J'imagine qu'il y a des intermédiaires, des coopératives, mais il y a moins d'intermédiaires ou de transformateurs que quand on est éleveur. On revendique un autre modèle et on a développé une petite coopérative spécialisée qui rassemble tout un tas tous les producteurs de la région en différentes cultures. Pas spécialisée, au contraire, elle est généraliste. Et ce qui nous permet d'aborder des marchés différents. Vous négociez avec les centrales d'achat, parce que j'imagine que vous vendez aussi en hypermarché. Relativement peu la grande distribution, mais du coup, la restauration collective. Dans les box, donc on évite, on arrive à éviter ça. Et moi, je revendique que le modèle agricole aussi doit contribuer à pouvoir résister à la grande distribution. On a dit avant aux agriculteurs, spécialisez-vous. On a dit aux coopératives, grossissez pour pouvoir être suffisamment gros face à la grande distribution. Ça n'a jamais été le cas. Ils sont toujours, de toute façon, croqués aussi par la grande distribution. Donc, moi, je revendique un autre modèle agricole. Un autre modèle plus diversifié, comme pour nos cultures. Elles doivent être diversifiées. Je pense que nos modes de commercialisation doivent être diversifiés. Et dans ce cas-là, on peut... j'ai quelques exemples de collègues qui savent dire non à la grande distribution. Et puis finalement, l'année d'après, ils reviennent. Ça marche. D'un mot là-dessus, puisque ensuite on va vous montrer un reportage. Et que même en grande distribution, les produits bio aillent au plus humble. C'est-à-dire que pour faire simple, quand j'achète un produit traditionnel à 1 €, la grande distribution, si elle fait une marge de 2, elle va le vendre 2. Quand elle achète du bio à 2, elle fait toujours une marge de 2, donc elle vend 4. Alors qu'au milieu, la caissière qui a passé le produit... sont beaucoup plus importantes dans le bio que dans le caissière qui a passé le produit, le linéaire est le même. Et donc, c'est là où on disait tout à l'heure, il se goinfre. Et donc, toute la difficulté du bio, c'est de... Aujourd'hui, les gens, quand ils achètent du bio, ils veulent bien payer la valeur intrinsèque supérieure. Et il ne faut pas que la grande distribution vienne casser ça pour que le bio vienne finalement le traditionnel de demain. C'est-à-dire qu'au début, on va attirer les paysans en leur disant « venez au supermarché » et après, on va casser les prix. Et donc, quand on achète un produit agricole, quand on achète un produit alimentaire qui est sain, et le bio, c'est le cas pour l'instant, c'est ça qu'il faut défendre. On est capable intrinsèquement de vouloir mettre le prix parce qu'on en accepte la valeur de prix. Et il ne faut pas laisser la grande distribution mettre la main là-dessus, parce que sinon, ils abaisseront, comme ils l'ont fait dans les cultures traditionnelles, les prix vers le bas et les agriculteurs. Quand on entend votre fougue, Richard Ramos, pour défendre les agriculteurs et notamment ceux qui font du bio, on comprend que cette majorité, elle promeut le bio avec toute une série d'aides. 50% de produits bio dans les cantines scolaires au plus tard le 1er janvier 2022, c'est l'objectif de la loi Egalim. On va en parler dans un instant, mais on a voulu se poser cette question. Au fond, le bio, il devrait être partout dans les étals du salon de l'agriculture. Est-ce que c'est le cas? Ahmed Tazir a mené l'enquête porte de Versailles. Regardez. Nous sommes à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture. Les préparatifs s'accélèrent. 4000 animaux, près de 1000 exposants, 600 000 visiteurs attendus. Une édition particulièrement tournée vers l'innovation et ses défis, le renouvellement des générations d'agriculteurs et le maintien d'un revenu décent pour les agriculteurs, alors qu'on leur demande aux agriculteurs de prendre un virage écologique. Mais il est où le bio? Il est où au salon? Allez, venez avec moi, on va aller fouiner un petit peu. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes bio? Est-ce que vous êtes passé au bio? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? C'est la plus grande fumisterie du monde. Oups, c'est pas gagné. Allez, on tente encore. En ce moment, le gouvernement, il encourage au bio, il veut qu'il y ait plus de virages écologiques et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites, vous, qui êtes sur le terrain? Aujourd'hui, c'est déjà une agriculture raisonnée, donc à mon avis, il n'y a pas besoin d'être bio pour bien travailler. Et aujourd'hui, le bio ne nourrira pas la planète, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde en bio. Mais ils sont où, les agriculteurs bio? Bon, on va tenter avec le groupe de jeunes, là. Je voulais savoir si vous étiez passé au bio. Non, pas encore. Non. Après, si, il y a quand même une majorité qui pense, qui réfléchissent, mais bon, après, les démarches, c'est long. Mais bon, ça se fait, il y en a qui tentent le pas, quoi. Les enveloppes pour le bio des régions, elles sont très vite à sec. Et puis la technicité. Après, ça demande du matériel qui coûte très cher, matériel de précision avec GPS et tout. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Bon, c'est pas encore ça. Décidément, je vais pas le trouver, mon agriculteur bio. Bonjour, madame. On voulait savoir si vous étiez passé au bio. Les Vosgiennes, elles sont
élevés l'hiver avec du fourrage naturel, c'est-à-dire qu'on fauche des pâturages. Et l'hiver, elles sont au foin naturel, pas d'ensillage, etc. Et l'été, on fait la transhumance. Au mois d'avril, ils montent dans les hauts pâturages et ils redescendent en septembre pour bénéficier de nouveau pour l'hiver et d'être au chaud. Donc du bio sans le label, quoi. Bon, on n'a pas besoin. Regardez comme elles sont belles. J'y suis. Ah ouais? Je suis un éleveur bio. Eureka, il est là, l'agriculteur bio existe. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le bio, c'est pour les riches? Alors ça, pour moi, c'est... D'abord, c'est une bêtise parce qu'en fait, effectivement, produire bio, ça coûte un peu plus cher. Donc forcément, c'est normal que le produit soit un peu plus cher. Je dis bien un peu, le terme un peu est important. Donc si votre priorité, c'est de bien manger, ben, ça vous coûtera bien moins cher de manger bio que de fumer un paquet de clopes par jour. Ça, c'est sûr. Et puis pour votre santé, c'est sûr que c'est mieux. Bilan pas facile de trouver un agriculteur bio, c'est un peu à l'image du pays. Emmanuel Macron s'était engagé à ce que 15% des surfaces agricoles soient cultivées avec les critères de l'agriculture biologique en 2022. Aujourd'hui, on en est à 7,5% seulement. On en est loin du compte. Où êtes-vous, vaches, poulets, moutons bio? Karine Jacquemart, ça vous surprend qu'au salon, ce soit si compliqué de trouver des agriculteurs bio? On est loin du compte, semble-t-il. Bon, je ne sais pas quel pourcentage il y en a exactement, mais bien sûr, on est loin du compte. On est loin du compte parce qu'il faut que ces pratiques s'étendent, mais on est aussi loin du compte parce que le bio, c'est formidable pour ce que c'est, mais ça ne répond pas à tous les problèmes non plus. Juste avant d'y venir, vous allez nous donner le label, est-ce qu'il est garanti ou non, mais quand un agriculteur dit « nous, on fait de l'agriculture raisonnée et que c'est au fond presque pareil, voire pareil », il a raison ou pas? Oui, ces débats, on les connaît. C'est mieux de faire de l'agriculture raisonnée que pas raisonnée. Mais quand on n'atteint pas les indicateurs, les critères qui sont dans le cahier des charges du bio, c'est quand même qu'on fait quelque chose de différent et que ces indicateurs dans le cahier des charges du bio, ils ne sont pas arrivés par hasard. Voilà. Maintenant, je le répète, bien sûr qu'il faut aller vers du changement, bien sûr qu'il faut changer les pratiques, bien sûr que tous ces pesticides, il va falloir finir par réussir à les réduire et les quitter. Surtout qu'on les retrouve dans notre assiette et que les agriculteurs sont les premières victimes. Mais il faut accompagner les agriculteurs. Ça ne doit pas être fait contre eux, ça doit être fait avec eux, mais ça doit être fait. On les a forcés depuis les années 60, tous ces agriculteurs, à utiliser ce modèle intensif. Accompagnons-les pour en sortir. Il n'est pas à la hauteur, justement, ce plan de soutien? Mais décidons d'en sortir. Par exemple, l'Union européenne, qui a prolongé le glyphosate pour 5 ans, elle n'a pas décidé d'en sortir dans 5 ans. Elle a fait la politique de l'autruche en disant on reporte la décision à dans 5 ans. Donc au moins, actons qu'on veut sortir de ce modèle-là, de ces produits qui sont nocifs, et encore une fois, à commencer par les agriculteurs. Pourquoi c'est si long ? C'est ce que vous venez de dire très justement. Je pense que ce qui est devant nous, c'est la question de la transition. Je partage vraiment ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne fait pas les transitions contre les gens ou en opposant les gens les uns aux autres. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, me semble-t-il, vous l'avez un peu dit, monsieur, sur la transition. Je pense que l'intérêt des circuits courts, l'intérêt de la proximité de l'agriculteur ou de celui qui fait de l'alimentation, si je peux dire, avec les citoyens, c'est que petit à petit se crée un lien qui amène au final vers le bio. Et que donc, c'est le chemin qu'on a à faire avec un certain nombre d'agriculteurs. La deuxième chose que je voulais dire, et ce que vous avez dit au fond tout à l'heure, c'est que le bio, ça doit être aussi un changement de modèle, y compris dans la grande distribution. Parce que si c'est le même modèle qui s'applique, ce qu'a dit Richard Ramos d'une certaine façon, le modèle va faire que seuls ceux qui auront le plus de moyens pourront accéder au bio. Or, le changement de pratique agricole doit s'accompagner d'un changement de mode de consommation, et donc y compris de mode de distribution. Parce que si on ne change pas, vous l'avez d'ailleurs dit au début, je crois, de notre conversation, si vous ne changez pas l'ensemble du modèle, oui, en fait, il y aura toujours quelque chose qui empêchera qu'on accède à un certain nombre d'éléments. Alors, il y a des éléments qui ont été faits dans le cadre des États généraux de l'alimentation, dans le texte. Rien n'est jamais parfait, vous m'entendrez jamais, parce que je pense que l'acte politique fait qu'il faut aussi savoir évaluer. On verra dans quelques mois, il y a des négociations deuxième partie là, qui ont lieu jusqu'à la fin du mois de février, début mars. Il y a un certain nombre de choses qui participent à rompre le modèle qui s'est construit depuis 60 ans. Et après tout, c'est le modèle qui avait été demandé. C'est la séparation des activités de conseil et de vente, pour essayer de faire en sorte que ceux qui vendaient les produits ne sont pas ceux qui conseillent en même temps les agriculteurs dans leurs orientations. On va voir comment tout ça se met en route. Mais reconnaissons que c'est un chemin long, mais qu'il faudra faire avec les agriculteurs. Ce qu'il faut, c'est leur donner le cap. Et leur dire que personne ne dérivera du cap. Même si les transitions sont un peu longues, que personne ne pense qu'on va mollir. Comme on a dit tout à l'heure sur la grande distribution. Vous entendez la volonté politique? Oui, je crois qu'il y a une volonté politique. On entend. Il va falloir accélérer. On entend deux sons de cloche différents. Le terrain, c'est quoi? Parce qu'on vient d'entendre certains agriculteurs dire c'est bien gentil, mais ça coûte beaucoup plus cher. Une fois qu'on y est, on gagne sa vie, mais encore faut-il pouvoir y passer. Vous, les aides, qu'est-ce que vous en dites? Les aides, dans mon cas, ça représente
relativement peu, moins de 5% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est pas énorme pour des agriculteurs. Il y en a qui ont beaucoup plus d'aide que ça, y compris dans ceux qui traitent beaucoup. Voilà, donc excusez-moi, j'ai perdu mon fil d'idée. Vous avez l'impression d'être suffisamment accompagné, puisque vous représentez aussi toute l'île de France. Certaines régions soutiennent le développement de l'agriculture biologique, mais on a quand même l'impression qu'au niveau de la PAC, c'est pas encore ça. C'est l'enjeu du sommet européen à Bruxelles. Richard Ramos, la Commission des finances du Sénat accuse l'État de communication trop peu sur les aides au bio. Non, mais il faut faire attention aux aides sur le bio. Il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes schémas. Aujourd'hui, il faut que le consommateur, parce qu'il y a de la valeur dans le bio, soit aussi capable de vouloir le payer au juste prix, et donc qui permettent l'autonomie de nos paysans. Si on remet nos paysans bio sous perfusion, c'est un vrai danger. Il y a quelques difficultés là très concrètes à régler, notamment pour des agriculteurs comme monsieur, c'est les marchés publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils font des marchés publics dans le bio, notamment dans la restauration scolaire en Ile-de-France et ailleurs, finalement, ça ne permet pas de temps en temps de pouvoir gagner des marchés alors que c'est des gens du produit bio qui vient d'ailleurs. Et donc il va falloir retravailler tous ces appels d'offres. Moi, j'ai pas compris comment c'est. Eh bien, par exemple, quand tu es en Ile-de-France, on va lancer un appel d'offres dans les restaurations scolaires sur du bio. Eh bien, parce qu'il y a des marchés de concurrence, eh bien, il va y avoir du bio qui va pouvoir répondre moins cher, mais qui vient en dehors de France. Et donc, finalement, nos agriculteurs bio en proximité, alors que le but, c'était de faire du local et du local bio, ils vont se retrouver en difficulté. Et donc, il va... Voilà. Et donc, ça, c'est... de parler local dans les marchés publics. Et donc, la difficulté, c'est que dans tel qu'on a construit les marchés locaux jusqu'à présent, on n'a pas la possibilité de faire bénéficier le fait que ça soit local dans l'appel d'offres. C'est pas privilégié, c'est interdit, c'est illégal. Et nos paysans se feraient taper dessus. Il faudra qu'on regarde ça. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment faire, c'est penser qu'aujourd'hui, il ne faut pas redéverser comme on a fait. On était de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire qu'on produisait, on mettait de la subvention, il y avait une fourchette pour le manger. On est maintenant passé de la fourchette à la fourche, c'est-à-dire que le consommateur va déterminer les productions. Et c'est parce que le consommateur se dit qu'en accompagnant les gens qui font du local, les gens qui font du bio, on va en accepter le prix. Et donc, en acceptant le prix, c'est le consommateur qui est lié direct au producteur. Donc on n'aura pas la mainmise de ces gros qui sont au milieu. L'alimentation chez les enfants, je voudrais qu'on en dise un mot parce que le temps file assez vite. Karine Jacquemart, vous avez un combat là-dessus au sein de Foodwatch. Tout à fait, parce que du coup, le bio, c'est bien, encore une fois, pour ce cahier des charges. Par exemple, il y a 48 additifs autorisés dans le bio, 338 en Europe dans le reste de l'alimentation. Donc il y a du mieux, mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Vous diriez que les normes bio sont insuffisantes en France? Oui, elles ne répondent pas à tous les problèmes et on peut toujours l'améliorer. Donc c'est mieux, mais ça ne couvre pas tous les problèmes. Et notamment, je profite parce qu'il y a une réforme, là, un projet de loi qui va passer à l'Assemblée nationale, qui va commencer à être discuté en commission la semaine prochaine. Après les retraites, sur l'audiovisuel, tout à fait. Et donc les commissions concernées, la commission des affaires économiques, mais aussi la commission des affaires culturelles, vont commencer à en parler la semaine prochaine. C'est un projet, un objectif recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, qu'on a déjà porté lors de la loi alimentation-agriculture, mais qui malheureusement avait été défendu par certains députés, mais pas adopté. Il y a 1 enfant sur 6 en France qui est en surpoids ou obèse. 1 enfant sur 6 en France en 2020. C'est aberrant, c'est pas une fatalité. Et ce qu'on sait, c'est qu'une des causes, c'est parce qu'ils sont exposés beaucoup trop à la publicité et au marketing, y compris pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc c'est très simple, il faut réglementer. Et alors ça s'appelle... en direct, une forme de lobbying de l'ONG. Vous avez totalement votre droit. Et vous faites, il y a des amendements dans cette... Je ne dis pas qu'il y a un problème, ce nom n'est pas un gros mot. Dans l'intérêt général, c'est la santé des enfants. Alors vous prenez pas. Il y a des amendements qui sont très rédigés, justement, pour nos enfants. Le groupe Modem, qui est très attaché à ça, reprendra l'idée qui est défendue par Foodwatch. Je veux dire, c'est évident. Par l'Organisation mondiale de la santé. Et par l'OMS, évidemment. C'est même pas nous. Et donc, dialoguer avec des gens les uns et les autres, c'est ça. Et je peux vous le dire, le groupe Modem... Je serai avec eux. Nous allons reprendre cette idée-là parce que, à la fois, il faudra avoir raison économique, c'est-à-dire comment on ne déstabilise pas un marché économique, comment, dans l'audiovisuel public, il ne faut pas faire en sorte que ça déstabilise le marché de la publicité et donc les programmes, mais il faudra aussi qu'on réponde à des problèmes de santé publique. Et là, avec un gamin sur 6 en France qui est en surpoids, il faut faire quelque chose, donc on défendra ça dans l'hémicycle. Et il faut que ce soit contraignant, ne pas reproduire la même erreur du début de la discussion, parce que le problème, c'est que le projet de loi prévoit des engagements volontaires des entreprises. Non, il faut
que les législateurs protègent les enfants. Vous avez raison, de façon si on fait confiance aux industriels pour faire ça, on n'y arrivera pas. C'est comme si on demandait à une dinde de voter pour les fêtes de Noël. Allez, quelque chose me dit que vous aurez des choses à vous dire en dehors de ce studio. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Marc Fesneau, vous restez avec nous. On va évidemment parler maintenant de ce débat ou de ce non-débat. C'est au choix sur les retraites. Ce sont 3 chiffres dont personne ou presque ne veut entendre parler. Et pourtant, à l'Assemblée, eh bien, ils sont ces chiffres sur toutes les lèvres. C'est le fameux article 49-3 de la Constitution, synonyme de passage en force du gouvernement et d'adoption sans vote à l'Assemblée. Le gouvernement ne l'exclut plus, je vous le disais. Qu'en pensent les députés? Florilège de réaction. Regardez. Je ne le souhaite pas, hein, parce qu'un 49-3, ça veut dire une rupture brutale de discussion, alors que la discussion se fait. Elle est longue. Enfin, on peut prendre 2 mois. Hein. Je n'y suis pas favorable parce que je pense que nous devons le débat jusqu'au bout aux Françaises et aux Français. Encore faut-il qu'il puisse avoir lieu. Pour le moment, nous débattons de l'alinéa 2, après avoir débattu pendant plusieurs jours de l'alinéa 1. Il faut ramener de la sérénité, il faut aller au fond des débats. Mais pour cela, ça suppose qu'on ne nous dise pas à la fin, de toute façon, il y aura une décision léonine, celle de couper court au débat. L'ultime passage en force, effectivement, ce serait le 49-3. Et on voit d'ailleurs que depuis 24 heures et après seulement 3-4 jours de débat, alors qu'on nous annonce 3 semaines de débat, ils sont déjà en train de s'impatienter, de 1 et de 2, de créer, disons, les conditions, de travailler à créer les conditions du caractère inéluctable du 49-3. Il semble qu'ils envisagent de passer en force, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Si vraiment il faut en arriver au 49-3, nous soutiendrons si le gouvernement prend cette décision parce qu'il y a un moment, il faut sortir. Et ceux qui crieront sans doute « Oh, vous avez vu ?» l'auront bien cherché. Et en fait, c'est clairement ce qu'ils cherchent avec ce jeu auquel ils jouent, qui est un jeu dangereux. Bonsoir Stéphanie Despierres. Bonsoir. C'est vous qui suivez ce long débat, cette course de lenteur dans l'hémicycle pour LCP et au quotidien. J'en profite pour saluer tous nos joyeux chroniqueurs du vendredi. Camille Vigogne, le coad de l'Express. Bertrand Dical pour France Info qui va nous faire chanter. Camille Saferis, vous allez voir Marc Fesneau. Il va vous faire découvrir des députés un peu autrement. Je suis sûre que vous ne les avez jamais vus comme ça. Et Alex Taylor, bienvenue à vous pour toute l'actualité européenne. On revient en retraite avec vous Stéphanie. Alors, menace de 49-3 plus forte que jamais. À ce stade du blocage, le gouvernement ne l'exclut plus, c'est ça? Non, le gouvernement ne l'exclut plus. Il ne voit surtout pas d'autres solutions pour sortir de l'impasse, surtout s'il veut tenir son objectif, faire adopter définitivement cette réforme des retraites avant l'été. À l'Assemblée, personne ne veut du 49-3, mais tout le monde semble s'y résigner. Le Premier ministre n'y était pas favorable, mais les choses semblent là aussi bouger. Alors, sentant l'ombre du 49-3 planer, une dizaine de députés ont publié une tribune pour s'y opposer. Alors, c'est une tribune signée par 6 parlementaires de l'aile gauche de la majorité et des anciens marcheurs. Écoutez Alban Gaillot, qui est apparenté au groupe La République En Marche et qui explique pourquoi elle ne veut pas de ce 49-3. Ça a une forme quelque peu d'autoritarisme aussi. C'est l'imposition d'un projet de loi sans débat, sans aller jusqu'au fond. Je pense qu'aujourd'hui, ce projet de loi, beaucoup de Français l'attendaient. Beaucoup de Français ont élu aussi Emmanuel Macron sur le sujet. Ça fait 2 ans que des députés comme moi, nous travaillons sur le sujet avec le gouvernement. Et ça méritait effectivement un débat sur le fond. Et on aurait pu enrichir encore au-delà ce texte initial. Alors au-delà de cette poignée de députés, d'autres élus de la majorité qui sont parfaitement dans la ligne ne veulent pas du 49-3, mais ils sont en train de s'y préparer. Et dans tous les cas, il n'y a aucun doute, la majorité se rangera derrière la décision du gouvernement. C'est l'opinion aussi, j'imagine que le gouvernement prépare aussi. Alors ça veut dire quoi si ce 49-3 va avoir lieu, mais quand? Est-ce qu'on sait? Eh bien, il ne faut dégainer ni trop tôt ni trop tard. Le gouvernement le sait bien et il cherche le bon moment. Et le bon moment pour l'exécutif, c'est quand l'opinion, vous l'avez dit, sera prête, ou du moins quand il sera possible d'expliquer qu'il ne s'agit pas de censurer des débats, mais de débloquer une situation. Il faut attendre que l'idée infuse dans l'opinion, explique un député. Et d'ailleurs, la majorité s'y emploie. Ça fait 3 jours qu'elle répète que s'il n'y a pas de débat de fond, c'est à cause de l'opposition. À l'inverse, il y a ceux qui veulent aller très vite. Là, c'est plus possible. On ouvre une tribune permanente à l'opposition. Il faut tourner la page, plaide un ténor de la majorité. Mieux vaut le faire maintenant que juste avant les municipales qui auront lieu, je vous le rappelle, mi-mars. Alors, est-ce que ce sera la semaine prochaine, ce 49-3, ou la première semaine de mars?
le gouvernement est seul maître des horloges. En attendant, on va demander à Marc Fesneau. On va demander à Marc Fesneau. En attendant, les débats continuent très très doucement à l'Assemblée. Et Florian Bachelier, un des questeurs qui tient les cordons de la bourse du Palais Bourbon, a sorti sa calculette sur Twitter. Il a fait savoir que chaque journée de séance coûtait 1 500 000 €, ce qui lui a valu de très nombreuses critiques. Merci beaucoup Stéphanie. On va revenir sur pas mal de sujets de votre papier, mais d'abord Marc Fesneau. Le 49.3 est-il la seule issue possible ? D'abord, le 49.3, il existe dans la Constitution, c'est pas une invention. Vous dites qu'il y a 3 chiffres, 49.3, 4.9.3. On pourrait aussi donner 3 chiffres qui sont les 43 000 ou 42 000 amendements déposés par un certain nombre de groupes, et majoritairement par le groupe de la France Insoumise et le groupe GDR, puisqu'ils collectionnent, si je peux dire, les 3 quarts. Vous savez que le record du nombre d'amendements n'est pas dépassé. Je vais vous donner le deuxième chiffre, c'est que sur un certain nombre de ces amendements, depuis le début quasiment du débat, à ces amendements s'ajoute un certain nombre de sous-amendements. Alors 15, 20, 40 parfois sur le même amendement. Donc vous faites les multiplications, vous voyez le potentiel, comment dirais-je, des multiplicateurs sur chaque amendement de la part des oppositions. On est à 500 000, 1 million au gré des choses. Donc ça c'est le troisième chiffre. Et puis le deuxième chiffre, puis le troisième chiffre, c'est nous sommes le 5e jour du débat et nous en sommes encore sur le 2e alinéa de l'article 1. Donc c'est pour ça. Quand Richard Ferrand dit qu'à ce rythme, il faudrait 150 jours, ça fait 5 mois de débat pour examiner le texte, on n'est même plus à 150 jours. Donc. Non mais attendez, à ce rythme-là, on n'est même plus à 150 jours. Richard Ferrand a tout à fait raison de rappeler, ça c'était démarrage de discussion avec 40 000 amendements. Avec les sous-amendements qu'on a, on est plutôt à 300 jours, 600 jours. Enfin je veux dire, il faut donc je vous repose ma question. Non, alors attendez. Sur le 49.3, donc la volonté du gouvernement, ce n'est pas nous qui produisons, on ne va pas inverser la charge, si vous me permettez. La volonté du gouvernement, c'est d'aller au débat. Nous avions prévu 15 jours de débat, nous avons prévu d'allonger à 3 semaines de débat. Ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question de savoir si le rythme va s'accélérer. Et s'accélérer à ce rythme-là, ça ne peut pas faire de mal. On va dire les choses comme elles sont, et ce n'est pas violence faite aux oppositions que de le faire. 2, nous, on veut aller, on l'a dit depuis le début, on veut aller au fond du texte. Parce que cette majorité, ce gouvernement, il pense que ce texte, il porte un certain nombre d'avancées pour le pays qui sont nécessaires et qui sont justes. Et donc, nous ne lasserons pas. On est au 5e jour. On est au 5e jour. Vous n'êtes pas responsable du blocage. C'est ce que vous nous expliquez. Et je vous dis aussi que la volonté. Dans ces cas-là, on fait quoi ? Quand ça bloque, on fait quoi ? Mais attendez, on est au 5e jour du débat. On est vendredi. Nous avons fait le choix d'ouvrir ce week-end pour faire en sorte que les débats puissent se prolonger. Peut-être que de la part de l'opposition, en tout cas de cette opposition qui veut faire de l'obstruction et qui la revendique, c'est pas la peine de se cacher derrière. Absolument, Jean-Luc Mélenchon ne s'en cache pas. Il y a une espèce de fierté de faire l'obstruction parlementaire parce que, après tout, c'est un outil. Ceci dit, on n'est jamais rentré. On n'arrive pas à rentrer au fond du débat. C'est un outil. Mais je voudrais dire aussi que un parlementaire chevronné. Vous savez que ça existe. En tout cas, je connais le. Non mais je dis. C'est même pas. Regardez, on pourrait vous montrer des archives. En 2010, la réforme des retraites. À l'époque, c'était l'opposition socialiste, elle a usé de tous ces moyens de procédure. C'est tout à fait juste ce que vous dites, mais moi, je ne désespère pas, y compris d'ailleurs dans les rangs de l'opposition. Il y a un certain nombre de membres de l'opposition, chez les LR, chez un certain nombre de socialistes, chez eux, la volonté de débattre au fond. Et quand vous les croisez dans les couloirs, ils regrettent aussi de ne pas pouvoir aller au fond du dossier. Donc moi, je ne désespère pas au 5e jour que l'esprit de raison revienne et que, au fond, ce qui est l'esprit et la lettre et l'esprit du débat démocratique reviennent et qu'on puisse aller au fond des débats sur un certain nombre de sujets. Alors justement, il y a une petite partie de l'aile gauche dans votre camp, là je parle des marcheurs, qui vous réclament plus de temps. Et c'est une manière de vous dire, ce calendrier contraint, c'est un peu un piège dans lequel vous êtes en train de tomber, il vous demande du temps. Et pourquoi donc ne pas siéger pendant la trêve électorale, c'est-à-dire au-delà des fameuses 3 semaines dont vous parliez. Je prends mon temps parce que c'est compliqué et technique. Normalement, le texte doit être terminé le 6 mars. L'idée, ça serait d'aller au-delà. C'est la mère des batailles. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Prenez votre temps. Très bien. Et quand on a devant nous 150 jours ou 600 jours de débat, on arrête quand ? Mais je parle de quelques semaines de plus. C'est ce que réclame votre aile gauche. Il y a ce qu'on dit, puis la réalité des choses. Nous sommes, ce soir, au 2e alinéa de l'article 1. Et nous avons 5 jours de débat. Il y a 65 articles. Alors, je ne suis pas très fort en maths, mais enfin, il suffit de faire les multiplications pour dire que la question n'est pas de savoir si on finit le 3 mars, le 6 mars ou le 25 mars. La question, c'est quelle année on finit. À quel moment on se dit on n'y arrivera plus. C'est le 6 mars on va regarder comment se déroulent les débats. Moi, je suis par nature pas désespéré de la volonté qui peut s'exprimer collectivement d'essayer de débattre, y compris dans la controverse. On cherche pas le consensus. Manifestement, il n'y en a pas. Mais
tant mieux, mais au moins qu'on puisse débattre. Et donc je ne désespère pas à cette date, au 5e jour de ce débat, qu'on puisse C'est drôle débattre. parce que vous le saviez mieux que moi, Emmanuel Macron a subi le 49.3 d'une certaine façon sur son texte lorsqu'il était ministre de l'économie. C'était la loi Macron avec notamment la question du travail le dimanche. Il l'a très mal vécu, on connaît la suite de l'histoire. Vous pensez que les Français seraient prêts à comprendre que vous usiez de cette arme-là dans un contexte électoral, alors qu'on peut reprocher au président de la République parfois de ne pas être assez à l'écoute? J'invite les Français à regarder qui fait preuve d'autoritarisme dans le débat. Hein. C'est pas nous. Hein. Nous avons très peu de temps de parole, et le gouvernement et la majorité. Et même une partie des oppositions qui s'en plaint dans l'hémicycle. 80% du temps de débat est réservé à 33, voire 50 parlementaires. C'est très bien, les droits de l'opposition sont très bien respectés dans cet exercice-là. Donc, on ne va pas inverser les choses non plus de ce point de vue-là. Il ne faut pas exagérer. J'entendais tout à l'heure une parlementaire apparentée à La République En Marche dire c'est une preuve d'autoritarisme. L'autoritarisme n'est pas chez nous. Hein. Nous voulons débattre. Et quand Florian Bachelier évalue le coût de l'obstruction à 1 500 000 € par jour, c'est ce qu'il dit, on va le voir dans son tweet. Je pense qu'il faut éviter de se rentrer dans ce genre d'exercice. C'est quoi ce genre d'argument, ce chiffre? Mais le chiffre, je ne sais pas d'où sort le chiffre. J'imagine que c'est quoi? C'est du chantage? Ça coûte là aussi, je ne suis pas très bon en maths. C'est le chiffre, c'est le budget. Attendez, c'est le budget. J'imagine que c'est le budget annuel ramené au nombre de jours. C'est ça, exactement. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'argument? Eh ben, je viens de vous répondre. Je pense que c'est un mauvais argument parce que la démocratie, si on accrédite la thèse que la démocratie n'a pas un coût, on va sur un chemin qui est assez dangereux. Parce qu'après, je sais comment faire des économies. Pour passer de 500 millions à 250, vous réduisez par 2 le nombre de jours. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Moi, je suis ministre des Relations avec le Parlement. Vous ne retenez pas l'argument, et je rappelle que Florian Bachelier est questeur et dans votre majorité. Oui, mais on peut avoir un désaccord sans que ce soit un drame apocalyptique. Hein. C'est sûr. Et j'assume l'idée que la démocratie, il ne faut jamais se laisser entraîner soi-même. Et comme je le dis aussi aux oppositions, dans ce qui ressemblerait à quelque chose d'une facilité de langage et qui accréditerait que la thèse que la démocratie n'a pas de coût. Parce que je sais comment ne pas faire des économies démocratiques. Vous supprimez les parlements et vous installez des gens qui portent des étoiles de généraux. Mais ce n'est pas ma conception de la démocratie. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est des parlementaires, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui travaillent sur les textes et donc leurs collaborateurs, et donc c'est ça qu'il faut préserver. Et donc ne rentrons pas dans ce débat-là. Il me semble que ça n'est pas autant le débat de l'obstruction est un vrai débat, autant le débat financier n'est pas un bon débat. Il y a la démocratie parlementaire que vous défendez avec force, on vous entend. Il y a la démocratie sociale aussi, et cette conférence de financement en cours, on a l'impression qu'elle prend un peu l'eau là. Deux syndicats menacent de claquer la porte. Le MEDEF vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé la semaine dernière sur les sujets de pénibilité? Il me semble qu'il y a un certain nombre de sujets qui avancent sur la transition publique-privée. Il y a un certain nombre de sujets qui avancent sur les mécanismes qui vont permettre de faciliter le travail. Donc vous êtes confiant sur cette conférence? Je n'ai pas dit que j'étais confiant. Vous dites il n'en sort rien. Moi, je vous dis qu'il en sort des choses. Ce n'est pas la question de confiance, pas confiance. Je regarde la réalité des choses. Et je vous dis simplement que la démocratie sociale, sur les 4 sujets qui avaient été ouverts par le Premier ministre, elle a avancé la semaine dernière. Et donc on pourra le traduire dans le texte. Je vous réserve qu'on puisse arriver un jour à l'article qui le concernerait, mais ne me demandez pas à moi. Argument d'ailleurs que les députés, et pas seulement de l'opposition, quelques-uns dans la majorité, disent un texte à trous sur une question aussi importante que le financement. Mais ça n'est pas. Non mais attendez, le financement. Alors devenons à deuxième partie de la démocratie sociale. La question du financement elle ne porte pas sur le système cible universel par répartition. Elle porte sur la mise à l'équilibre du système actuel. C'est assez clair dans le courrier qui a été fait par le Premier ministre aux syndicats qui ont décidé de s'engager. Laissons les choses se faire. Laissons les choses se faire. Dernière toute petite question. La CGT n'ait pas envie de s'engager dans ce sujet-là. Au fond, la CGT, est-ce qu'il y a une surprise? Manifestement pas. Depuis le début, ils sont à la fois contre la réforme et ils pensent qu'il n'y a pas de sujet budgétaire. On a le droit d'être aussi d'accord avec M. Martinez, ça n'est pas un Donc un accord est encore possible avec les syndicats réformistes. Elle vient de s'ouvrir cette conférence. Il y a évidemment des positions contradictoires. Le sujet, c'est d'essayer de faire converger un certain nombre de positions. Bon, merci beaucoup. Merci. On va se détendre un peu. On a compris que le 49.3... Non, mais on va passer à des sujets plus légers. Alors, en tout cas, on comprend très bien que le 49.3, s'il est dégainé, ce ne sera pas de votre faute, c'est ce que vous dites. Dégainer, ce n'est pas une arme. Ah, c'est une arme quand même. Mais ça a été créé par le général de Gaulle et Michel Debré qui était bon. Ça va. Faut pas donc donner, on dédramatise le 49.3. Mais c'est constitutionnel, ça a été voilà. Mais simplement, on ne veut pas l'utiliser. Je le répète. Mais allez poser la question à ceux qui s'y opposent. À ceux qui s'opposent par l'obstruction au débat parlementaire, qui prennent leurs responsabilités. Est-ce que c'est un peu facile de venir faire porter... Ce sera la faute des insoumis à vous entendre. Mais c'est pas la faute. Mais enfin, l'obstruction, elle vient d'où? Elle vient de l'opposition et en grande partie du groupe insoumis, on l'a dit, qui l'assume. Merci beaucoup. Allez, on se détend. Le bloc-notes, c'est parti.
Moi, je ne sais pas si on va se détendre en fait énormément avec vous, Camille. On va commencer à parler donc des municipales. Les municipales, côté Rassemblement national, c'est la panique, c'est ça? Oui, alors pour rappel, si vous voulez être candidat au municipal, il vous reste plus que 6 jours. Il faut se dépêcher. La date limite, c'est le 27 février pour déposer sa candidature et surtout sa liste. Et effectivement, du côté du Rassemblement national, ça rame dur. J'ai contacté pas mal de têtes de liste, pas mal de délégués départementaux et ils s'arrachent tous les cheveux. Il faut trouver des noms. Enfin, il faut surtout trouver des femmes pour avoir une candidature mixte parce que oui, dans les villes de plus de 1000 habitants, pour rappel, il faut un homme, une femme pour présenter la liste. La semaine dernière, le parti a envoyé un mail à tout son fichier en leur demandant s'il vous plaît, rejoignez-nous, rejoignez les listes pour nous aider concrètement. 600 candidats ont été investis, tête de liste, mais peut-être que seulement 500 listes iront jusqu'au bout, 450, 400 disent les plus pessimistes à l'arrivée. Ouais. C'est peu et c'est beaucoup moins certainement qu'en 2014 où le parti présentait 597 listes. Pour Marine Le Pen qui a fait de l'implantation locale sa priorité, son marqueur, ça fait vraiment mauvais genre si on passe la barre des 500 listes. J'en parlais avec un élu du parti hier qui me confiait en off, si on est trop bas, ça sera impossible de cacher notre effondrement. C'est un symbole de la faiblesse du parti à tous les niveaux. Alors ça donne quoi si on regarde la carte de France? Alors selon le décompte très précis qui a été fait par mes collègues de France Inter, le Rassemblement national sera absent de 25 préfectures sur 100, un quart des préfectures. Regardez cette carte, c'est toutes les zones en blanche sur la France. Mont-de-Marsan, Le Puy-en-Velay, Colmar, Vesoul. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les endroits, toutes les villes où sera absent le Rassemblement national. La Corse complètement absent. Sinon, on y sera encore demain. Mais il n'y aura pas de liste Rassemblement national. À Orléans, par exemple, le candidat vient de jeter l'éponge, ni à Chartres, ni à Bourges, ni à La Roche-sur-Yon, où ils viennent là aussi de lâcher l'affaire. C'était trop compliqué. Même dans certaines villes où le RN est très fort, où Marine Le Pen enregistre des scores à plus de 50% à la présidentielle, il n'y a parfois pas de liste à Amnéville en Moselle ou à Courrières dans le Pas-de-Calais. La galère, ça concerne même les métropoles. À Grenoble, où le Rassemblement national s'était qualifié au second tour il y a 6 ans, et bien là-bas, le candidat a lancé un appel à tous les Grenoblois. Original l'appel, il appelle les Grenoblois qui ne partagent pas ses idées à rejoindre ses listes pour la simple raison de démocratie. À Paris, alors c'est vrai qu'on en parle peu, il y a un candidat Rassemblement national à Paris, c'est validé ça? Oui, tout à fait. Et là aussi, Valéran de Saint-Just, c'est la galère. Comme d'habitude? Non, c'est pas lui cette année, c'est Serge Féderbusch, on en parle peu. Il ne vient pas du Rassemblement national, mais il est soutenu par le Rassemblement national. On pouvait penser qu'à Paris, ça serait plus facile avec un tel réservoir d'habitants. Eh bien non. C'est là aussi, il y a plein d'arrondissements où c'est pas terminé. J'ai assisté il y a quelques semaines à une réunion publique du candidat et il avait de sacrés conseils assez originaux pour appâter les troupes. Premier conseil, candidater dans un autre arrondissement pour ne pas être reconnu par ses voisins. Deuxième conseil, carrément se présenter sous un autre nom, son nom de jeune fille ou le nom de sa femme, par exemple, pour ne pas gêner sa carrière professionnelle. Alors, ces deux conseils sont drôles, mais ils sont surtout révélateurs, car la morale de l'histoire, c'est que s'il n'y a rien à faire malgré des années de dédiabolisation, eh bien l'étiquette Rassemblement national, elle est toujours dure à porter pendant les municipales, dans une toute petite ville comme dans une grande. Merci Camille. Marc Fesneau, on ne va pas se réjouir des difficultés de l'adversaire. Après tout, les marcheurs, alors je rappelle que vous êtes centriste, hein, vous êtes modem. Moi, mais ça n'empêche pas de mais galère aussi pas mal dans ces municipales. Par honnêteté, il y a beaucoup de villes où la République En Marche n'a aussi pas de candidat. Mais je pense que ça reflète une chose assez simple, c'est que une équipe municipale, parce que c'est une équipe, hein, s'il ne suffit pas d'avoir un tête de liste pour y arriver, une équipe municipale, ça ne se crée pas comme ça. Une dynamique, ça ne se crée pas comme ça. Et c'est valable pour l'ensemble des formations politiques. Le Rassemblement national n'échappe pas à la règle. Enfin, je veux dire, c'est une mécanique assez simple. Il y a 36 000, enfin un peu moins maintenant, communes en France. Ça fait 500 000 élus locaux à trouver. Contrairement à ce qu'on avait dit, d'ailleurs, je le dis au passage, on avait dit on va trouver personne. Je n'ai pas encore le sentiment qu'on soit en pénurie de candidats quand même. Tous les 6 ans, on se fait peur. C'est la peur de la 6e année en disant on ne trouvera jamais de candidats. On arrive quand même à les trouver. Je serai moi-même candidat simplement sur la liste dans mon village.
voilà, c'est une forme d'engagement qui est particulière et c'est vrai que c'est difficile de constituer des listes. On verra ce que ça donne. Peut-être que le clivage gauche-droite ressurgira dans cette élection municipale. Alors. Suspense. Allez, on va outre-Manche à présent avec vous, Alex, direction le Royaume-Uni. Alors, on croyait que le Brexit c'était fait, que la tempête allait se calmer, que d'une certaine façon, chacun allait retrouver un peu de sérénité. Démission choc en Grande-Bretagne. Démission avec un S, vous avez vu, alors pas des moindres, parce qu'il y a une semaine, le ministre des Finances himself a démissionné, personne s'y attendait, alors c'est tout un symbole, il s'appelle Sajid Javid, son père était conducteur de bus pakistanais, sa mère ne parlait même pas anglais, donc c'est tout un symbole. En fait, pour reprendre votre jolie expression, il tenait les cordons de la bourse et il refusait de financer les mondes et merveilles promis par son boss Johnson dans les élections de décembre. Mais alors, on pensait que c'était fini. Puis il y a 4 jours d'émission encore plus choc d'un conseiller du 10 Downing Street, celui-ci qui s'appelle Andrew Sabisky. Alors, il avait été embauché samedi dernier. Et comme on fait dans le monde dans lequel nous vivons, les journalistes se sont précipités sur son compte Twitter. Et cet article avait oublié d'effacer son passé. Alors, on tombait sur des choses très sympathiques comme son soutien à l'eugénisme. Vous savez, les races qui sont meilleures que les autres. Son avis sur le sport, où il disait que le sport féminin ressemblait plus au paralympique qu'au vrai sport masculin. Et en plus, c'est vu sympathique sur la stérilisation de masse pour les couches inférieures de la société. Donc, voilà. Et j'en passe. Mais comment c'est possible qu'il ait été embauché, celui-là ? Le problème, c'est ce monsieur. Il s'appelle Cummings, Dominique de son prénom. Oui. C'est la puissance grise derrière Johnson. Vous le connaissez peut-être. C'est lui qui a manipulé les données Facebook pour faire gagner le référendum sur le Brexit. Il y a un très bon téléfilm qui s'appelle The Uncivil War, la guerre peu civile, avec Dominic Cumberbatch qui joue son rôle. Je vous le recommande. En fait, il est machiavélique. À mort, c'est l'éminence grise, mais le problème, c'est qu'il est complètement taré. J'en ai la preuve. Regardez cet extrait, c'est un journaliste qui l'a chopé devant chez lui la semaine dernière pour lui demander de parler d'un projet de TGV. Écoutez ses réponses. Selon vous, le projet HS2 est un désastre. Pourquoi il a le feu vert? Pour l'heure, c'est pas l'heure de combattre le malheur. Je trouve pas d'autre rime. Voilà, c'est difficile de traduire parce qu'il parlait en rime, il est complètement bizarre et taré, mais il a incontestablement... Il a beaucoup de pouvoir. Oui, il a l'oreille de Johnson parce qu'il gagne des élections et des référendums. Mais en fait, il y a un peu de rififi avec la petite amie de Boris Johnson. Ça, je vois avec les coulisses de l'affaire. En gros, enfin des potins. Plus out of the box d'humeur. Donc, c'est difficile d'imaginer. Fort de sa victoire donc, des élections de décembre, il avait lancé des appels de candidature pour le 10 Downing Street en disant qu'il cherchait des candidats weirdos and misfits, des gens bizarres et des asociaux, des gens mal assortis. Il n'a pas été déçu du voyage parce que ce monsieur Sabisky, dont je vous parlais tout à l'heure, a donc posé sa candidature. On a demandé lundi 30 fois dans une conférence de presse au 10 Downing Street si le Premier ministre soutenait ce candidat. Pas de réponse, mais au fur et à mesure, c'est devenu clair avec donc les journalistes que ça portait donc difficilement pour l'image de Mark Johnson. Donc Cummings apporte des victoires, mais à quel prix en termes d'image de Mark? Donc ce monsieur a démissionné. À mon avis, Cummings ne fera pas long feu non plus. Malgré ce qu'il a apporté à Johnson, la folle vie politique des Britanniques. Un hommage avec vous, Bertrand, aujourd'hui. Eh bien oui, Jean-Daniel est mort et pour nous tous, c'est un personnage extrêmement important. Il avait créé en 1964 le Nouvel Observateur. Et qu'est-ce qu'il y a d'aussi bien que la chanson pour voir quelle est la renommée d'un homme ou d'un journal? Et ce qui est étonnant avec le Nouvel Obs, c'est que c'est un marqueur politique, c'est un marqueur social, c'est un marqueur culturel. Et un certain nombre d'artistes, et pas des moindres, ont utilisé le Nouvel Obs pour définir ce qu'est un personnage dans une chanson, pour définir l'identité culturelle et politique d'un personnage. En voici deux d'un seul coup. C'est pas des petits artistes, c'est Guy Béard et Renaud. Écoutez. Quand mère lit son bréviaire, maman l'observateur, moi je suis contestataire.
Je me suis fait un punk, tu t'avais pas oublié d'être moche, bien intellectuel en Loden, genre Nouvel Obs. Ah, c'est bon ça. Eh ben alors, voilà c'est ce qui que sont- les lecteurs du Nouvel Obs? Alors, les lecteurs du Nouvel Obs, alors chez Guy Béard, c'est intéressant, c'est une chanson de 69 qui raconte l'évolution politique d'une famille. La grand-mère lisait son bréviaire catholique, maman est une centriste puisqu'elle lit le Nouvel Obs, et Ça le va vous fils parler, est un ça, vrai Marc contestataire gauchiste. Alors, chez Renaud, dans Marchalon, 1980, le loupard de la chanson voit rentrer dans son gastos un intellectuel genre Nouvel Obs, et là, il y a un gag uniquement perceptible par une certaine génération, c'est que cet intellectuel, genre Nouvel Obs, c'est-à-dire un centriste, c'est-à-dire le centre-gauche, tout ce que méprise Renaud à cette Deuxième époque. gauche, le Nouvel Obs. Hein. Voilà, deuxième gauche. Lui, Renaud, il est, faut pas oublier qu'il a, C'est vrai, qu'il a fêté il est ses plus à 16 ans gauche. sur les barricades en mai 68. Cet intellectuel porte un Loden. Et le Loden, souvenez-vous, ce manteau vert autrichien. Tout un symbole. Vous n'étiez pas né. Ça existe toujours, hein, d'ailleurs. Ça existe toujours, mais c'était le manteau giscardien. Absolument. Donc, un lecteur du Nouvel Obs qui portait un manteau giscardien, c'est un gag un peu vintage. Mais je ne peux pas résister au plaisir de rendre hommage en même temps qu'à Jean Daniel à une autre personnalité disparue récemment. Écoutez bien, au Nouvel Obs, il n'y avait pas que Jean Daniel dans cette chanson. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Eh oui. Alors, 1984, Cookie Dingler, et c'est une jolie réflexion hein, sur le statut du Nouvel Obs, hebdomadaire sérieux que lit la femme libérée, mais elle ne lit que les bandes dessinées de Bretécher, qui vient elle aussi de Formidable disparaître. Claire Bretécher. Et les chanteurs populaires, quand ils citent la presse, c'est en général pour s'en moquer. Et si on parle du décorum Nouvel Obs, du caractère décoratif du Nouvel Observateur qu'on laisse traîner négligemment, qu'on porte sous le bras et qui veut dire quelque chose. Il y a une chanson très très belle, un peu oubliée, d'une magnifique auteure qui est Isabelle Maillot, qui décrit un intérieur qui lui semble aménagé tout entier pour la séduire. C'est la chanson Standing. Écoutez. Des cigarettes ici et là pour de grands cendriers par terre. Dans un coin sombre de 3 express, un Nouvel Obs, un Canal. Oh, il y a l'Express aussi. Il y a l'Express. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est à côté du Nouvel Obs? Alors, d'abord, l'Express et le Nouvel Obs sont à côté. Alors, c'est un vrai signe. Ça dit que on a du goût, puisqu'on n'est pas trop de gauche, puisqu'on lit l'Express, journal de droite. On n'est pas trop de droite, parce qu'on lit le Nouvel Obs, hebdomadaire de gauche. Et puis, il y a un canon F. Le canon F, en l'occurrence, c'est le canon F1. C'est, à l'époque, c'est la Mercedes de l'appareil photo argentique. Et c'est très réputé pour être notamment l'appareil photo préféré des photographes érotiques. C'est même un élément de publicité dans les années 70 pour la gamme Canon. C'est ça. Et c'est... Voilà, je ne pouvais pas résister au plaisir de ces petites cartes postales autour du Nouvel Obs. Merci. Et de Jean Daniel. Ah, lui, là, il fait très fort aujourd'hui, cette semaine. Merci, merveilleuse chronique. Jean Daniel, un mot. Vous l'avez lu, j'imagine? Oui, je l'ai. D'abord, je connais bien le Nouvel Obs en tant que journal. Ce que vous avez dit est assez juste, c'est qu'une fois que ça rentre, la chanson rentre, ça veut dire que le Nouvel Obs symbolisait, et Jean Daniel était le symbole du Nouvel Obs. Fondateur du Nouvel Obs. Quand ça rentre dans la culture populaire au travers d'une chanson, au fond, ou 2 chansons, c'est que au fond ça assis quelque chose dans la durée. Donc c'est bien de rendre au travers de ça hommage et à Jean Daniel et au Nouvel Obs. On va boire un verre à présent avec vous, Camille, pour terminer cette émission. Ah, enfin. Oui, on va boire un verre. Et on va découvrir qui alors? Alors on va découvrir un député qui s'appelle Brahim Hamouche, qui est également du Modem, voilà, député de Moselle. J'ai bu un verre avec lui au Café Français, qui est place de la Bastille. Très chic. Qui porte bien son nom. Et alors c'est un personnage, Brahim Hamouche, il est très intéressant, il est passionné de philosophie, de poésie, il est vraiment passionnant, mais surtout c'est un psychiatre. C'est un psychiatre qui est devenu député, donc il est en disponibilité. Alors évidemment, vous pensez bien que j'ai posé la question qui me semblait la plus importante. Est-ce qu'il y aurait une forme de continuité dans son travail, finalement? En d'autres termes, est-ce qu'il a pu identifier à l'Assemblée des cas préoccupants? J'ai plus de fous à l'extérieur que j'en avais dans mon service. Est-ce que vous diriez que globalement ça va, ou on a quand même des pathologies assez lourdes?
On a un éventail assez large, on a des idéalistes passionnés, on a le registre paranoïaque, on a le registre névrotique, voilà. Il y a tout ça à l'Assemblée. J'allais dire, je l'identifie, peut-être que moi-même, je dois être dans une de ces catégories. Vous êtes psy, donc... Il n'y a pas de hasard, exactement. C'est Freud qui disait, dans un de ses ouvrages, entre le chirurgien et le boucher, il n'y a pas de différence. Donc... Il est sympathique, ce député. Et alors finalement, vous voyez, donc il a donc fait un premier diagnostic. Donc pourquoi pas passer à la pratique, peut-être au sein de l'Assemblée. On m'a déjà proposé d'ouvrir un cabinet à l'Assemblée, à côté du médecin généraliste qui a... C'est vrai? Mais vous bon, l'avez pas fait? Non, sinon il y aurait vraiment une confusion des places. Mais donc on vient parfois vous voir. Alors on vient parfois me voir pour... Voilà, mais souvent c'est pour les enfants. Vous continuez un peu le même boulot, quoi. Oui, je continue, je suis invité de temps en temps dans les colloques. Non, je veux dire, vous continuez le même boulot à l'intérieur de l'Assemblée. Bah ça c'est quand j'ai un peu de spleen, quand j'ai un peu la nostalgie. On entend le psy, hein, parce que le spleen, il n'y a que les psys pour utiliser cette expression. Alors vous avez remarqué, il a un rire très communicatif. Et alors il s'est passé un truc assez amusant pendant ce tournage. À un moment, il m'a parlé de la parité, de la place de l'homme dans l'Assemblée, etc. C'est des sujets qui l'intéressent beaucoup dans la société aussi, mais aussi chez lui, dans son foyer. Et alors il a voulu faire passer, il savait évidemment, donc il s'est souvenu qu'on était filmé, et il a voulu faire passer un petit message personnel à sa femme. Et puis ça s'est fini par un fou rire. J'étais un peu déstabilisé. Regardez. Bien qu'on ne soit pas à égalité, hein, moi je le dis en toute... parce que si ma femme regarde, elle va me dire « mais ah oui, c'est pas comme ça la maison, hein, il raconte des blagues !» Donc je dis « chérie, si tu m'écoutes... » Alors ce qui est marrant, c'est que on a un certain nombre de vous... Vous savez, j'aime bien votre rire. Bon, on m'a dit que j'avais un rire communicatif. Oui, très communicatif. Je le partage. C'est vrai que c'est très communicatif. Il est formidable. À un moment, on rigole, voilà, c'est ça. On a passé un moment à rire. Bon, ça vous donne envie de le consulter, Marc Fesneau, d'un mot? Ça donne envie de rire, parce que je connais bien Brahim Mamouche. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le rencontre et qu'on le croise, on se demande dans quelle catégorie il vous range. Oui. Donc on est toujours un peu inquiet. Ah, ça c'est l'écoute psychanalytique. Vous, mais je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Allez les amis, on est en retard. On est un peu inquiet, donc il faut rire avec lui et pas trop rester en face. Merci beaucoup Marc Fesneau de vous être prêté à ce jeu sur le plateau d'LCP. Merci à tous les amis, à dimanche prochain, c'est le week-end, profitez bien.